Bonjour à tous. Vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce webinaire. On va attendre encore quelques minutes pour laisser aux derniers participants le temps de se connecter. Et puis on démarre. Bonjour à tous, il est 11h02, je vous propose qu'on démarre, vous êtes déjà plus d'une soixantaine à nous avoir rejoints. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce matin, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Christophe Divy, je suis le directeur de la plateforme ESS 2024 et le directeur de l'activité en matière d'achat solidaire qu'on porte au sein de l'association Les Canaux et au sein de l'Agence des économies solidaires qui est la filiale de l'association Les Canaux. On est ravis avec notre partenaire Silex, que je remercie d'avoir co-organisé, co-préparé cette séquence avec nous, et puis avec Sylvain Chamois qui représente le comité d'organisation de Paris 2024, d'animer une courte discussion, un court échange avec vous d'une heure sur ce levier ce levier du sourcing des entreprises dans le cadre de politiques d'achat qu'on souhaite voir se développer de manière plus responsable, plus inclusive, plus solidaire. Pourquoi est-ce que cette question-là nous préoccupe aujourd'hui à ce point-là? Vous n'êtes pas sans savoir, il y a beaucoup de représentants à la fois des acheteurs publics et aussi des acheteurs privés qui sont avec nous ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un moment important qui est assez palpable en matière d'évolution du cadre général sur la question des achats responsables et des achats solidaires. Il y a le cadre légal notamment qui évolue, qui est en train d'évoluer, qui n'a pas fini d'évoluer. Il y a des perspectives significatives de mouvement sur le cadre légal pour faire en sorte, je pense notamment à la loi anti-gaspillage dont on a maintenant connaissance des décrets d'application depuis quelques semaines. La loi climat, bien sûr, on en a beaucoup parlé ces 3-4 dernières semaines, avec des dispositions qui vont être très, très engageantes et très, très volontaristes pour développer les dispositions environnementales, les dispositions sociales dans le cadre de la commande publique. Les collectivités locales, pour parler des acheteurs publics, vont aussi, avec les schémas de promotion des achats responsables, se voir incités à développer de manière plus exemplaire et plus vertueuse leur politique d'achat. Bon, les achats privés sont pas en reste. Il y a aussi, en plus du cadre légal, il y a un cadre réglementaire qui bouge beaucoup. Il y a des feuilles de route qui sont pilotées par l'État et par le gouvernement sur cette question du développement des achats inclusifs. Et puis, on a aussi, je crois, dans le contexte très particulier où on est encore en train, en tout cas les représentants du tissu économique sont encore en train d'absorber un certain nombre de conséquences économiques liées à la crise sanitaire, à la crise pandémique. On est en train de préparer un rebond qu'on souhaite le plus rapide possible, mais qu'on souhaite surtout le plus pérenne et le plus structurel possible. Et ce levier de l'investissement public et privé, ce levier des achats publics et privés est un levier tout à fait prioritaire pour des entreprises pour pouvoir passer l'étape un peu difficile dans laquelle elles sont aujourd'hui et pouvoir se projeter à horizon moyen terme. Et donc à horizon moyen terme, ça nous amène à 2024 parce que finalement dans ce contexte qui parfois aujourd'hui est assez pesant, parfois assez sinistre, assez morose, on peut le dire, d'un point de vue économique en tout cas, on a la chance d'avoir un grand projet qui se prépare et qui s'organise en France, qui est un projet d'envergure, qui est un projet rayonnant, dont vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler, qui est le projet d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et il y a la volonté sur ce grand projet de faire en sorte que
les entreprises locales, les petites entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, en particulier celles de l'insertion, celles du handicap, soient vraiment sur la même ligne de départ que toutes les autres, notamment les plus grandes, et qu'elles puissent bénéficier des opportunités économiques, donc des opportunités d'achat qui vont être générées par ce projet. Et donc ça, c'est le cadre un petit peu stratégique. Je dirais que c'est l'ambition que s'est donnée Paris 2024. Mais pour atteindre cette ambition, le levier du sourcing, le levier du repérage, le levier de la qualification des entreprises pour faire en sorte qu'elles puissent être informées, qu'elles puissent se lancer dans cette dynamique, c'est un levier prioritaire. Et c'est dans ce sens-là que la collaboration entre Paris 2024, le donneur d'ordre sur ce grand projet, Silex et puis les canaux, la plateforme ESS 2024 en tant que coopérateur au service et à côté de ce donneur d'ordre Paris 2024, ça nous semblait être un bon, finalement, un bon cas pratique, une bonne illustration, un bon exemple de la manière dont on pense le sourcing, dans la manière dont on travaille aujourd'hui ce sourcing et dans la manière dont on envisage aussi qu'il puisse se développer pour faire en sorte que ce qui semble fonctionner aujourd'hui, et je le dis de manière prudente sur le projet des Jeux, puisse se répliquer dans d'autres contextes en lien avec ce cadre national qui évolue et en lien avec le plan de relance qui va beaucoup nous occuper, à la fois acteurs publics et acteurs privés dans les prochaines semaines. Donc je vous remercie tous d'être avec nous. On n'a pas beaucoup de temps, on s'est calé sur 1 heure, on est en pleine vacances scolaires en plus, parfois contraintes, donc on pourra reproduire ce genre d'événement évidemment parce que cette question va beaucoup être amenée à générer des discussions complémentaires dans les prochaines semaines. Et sans plus tarder, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je passe la parole à Sylvain Chamois, que je remercie. Je sais ton emploi du temps très contraint, et donc je te remercie chaleureusement pour ta disponibilité. Et je te passe la parole pour nous présenter un petit peu le cadre stratégique de Paris 2024 en matière d'achat responsable, et puis aussi les différents dispositifs opérationnels dont vous vous êtes doté et que vous portez aujourd'hui avec nous. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, je vais vous parler un peu des achats responsables, et c'est un sujet en fait qui anime les équipes de Paris 2024 depuis la candidature. L'organisation des Jeux, c'est avant tout une vision, et cette vision, elle se décline à travers notamment une stratégie d'héritage, mais également une stratégie responsable des achats, où l'objectif en fait est de laisser un héritage, je dirais positif, avant, pendant et après les Jeux sur le plan social, économique et environnemental. Donc, notre stratégie responsable des achats s'adresse, en préambule, ce que je souhaite dire, c'est que notre stratégie responsable des achats s'adresse à tous les prestataires et tous les partenaires de l'événement, et elle s'applique à toutes les chaînes d'approvisionnement et de production. Donc là, on pourrait parler de la restauration, des aménagements temporaires, de la signalétique événementielle, ou des produits dérivés. Alors, quelques chiffres pour planter un peu le décor. L'organisation des Jeux, c'est un budget achat de 2,5 milliards d'euros, donc achat de produits et de services. C'est 8000 entreprises que nous allons référencer en 6 ans, c'est-à-dire entre 2018 et 2024. C'est aujourd'hui 350 marchés qui ont été lancés et c'est plus de 500 catégories d'achats. En fait, on en parlera tout à l'heure, il y a 17 grandes familles d'achats et derrière ces 17 grandes familles d'achats, on retrouve plus de 500 catégories d'achats de biens et services. Alors aujourd'hui, il y a différents moyens. Stéphanie, tu peux encore appuyer pour faire apparaître peut-être le titre. Voilà, il y a différents moyens et dispositifs qui permettent de faire monter à bord des petites structures, c'est-à-dire des TPE, PME ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, notre stratégie de sourcing renforcé, où l'objectif, en fait, est d'identifier suffisamment tôt, avant le lancement des appels d'offres, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs et des entreprises de l'économie, on va dire, plus traditionnelles, pour les faire, je dirais, monter à bord avant le lancement des appels d'offres, et où l'objectif final est en fait l'objectif que l'on recherche, c'est d'identifier suffisamment tôt des solutions opérationnelles et ou innovantes auprès de ces différents acteurs. Alors ça, c'est rendu possible grâce à la création de 2 outils, 2 plateformes avec lesquelles on travaille, qui sont en fait nos 2 courroies de transmission entre nous, donneurs d'ordre, et le terrain. Et là, je veux parler de la plateforme ESS 2024 et Entreprise 2024, dont on parlera tout à l'heure, qui nous permettent d'identifier
et de repérer des entreprises ou des acteurs susceptibles de pouvoir répondre à nos besoins suffisamment tôt avant le lancement des appels d'offres pour que le marché puisse s'organiser. Et je dis, on en reparlera dans la slide qui suit, mais on encourage la formation de groupements entre des grosses et des petites entreprises. Et là, le rôle d'ESS 2024 est primordial. Ensuite, il y a d'autres moyens qui permettent aux petites structures de monter à bord. Ce sont les marchés allotis qui sont plutôt favorables aux TPE, PME, les marchés réservés au secteur plutôt favorables, on va dire, au secteur du handicap et de l'insertion, et les marchés closés plutôt favorables aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, au secteur du handicap et aux structures d'insertion par l'activité économique, sans oublier l'intégration de critères de durabilité dans nos appels d'offres. On peut peut-être passer à la slide suivante, qui est en fait un peu le cœur du réacteur de notre stratégie responsable des achats, tout simplement parce qu'elle s'articule autour de 5 grands engagements qui sont en fait 5 critères extra-financiers qui sont intégrés dans nos appels d'offres pour évaluer la performance sociale et environnementale des candidats. Ces engagements sont priorisés et pondérés en fonction de la nature de l'achat. Alors, on retrouve 5 piliers, en fait. Tout d'abord, la démarche d'économie circulaire et la prise en compte de l'après-jeu dès l'expression de nos besoins dans une démarche d'économie circulaire où l'objectif, en fait, est de louer avant tout. Et quand c'est pas possible, quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter, c'est de trouver une solution de seconde vie pour tous les produits que nous allons être amenés à acheter. Donc, on fait tourner derrière chaque indicateur, chaque engagement des indicateurs. Et là, on en a fait figurer un derrière. Ce sont nos indicateurs phares. Pour l'économie circulaire, c'est le taux de réemploi, réutilisation et recyclage des produits loués ou achetés. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la neutralité et la préservation de l'environnement, où l'objectif est de travailler avec des prestataires qui s'engagent pour limiter leur empreinte carbone. L'indicateur utilisé, c'est le respect du budget carbone. Le troisième engagement, c'est l'innovation sociale et la capacité des prestataires à mettre en place des actions d'insertion en direction des publics les plus éloignés de l'emploi et, je dirais, à proposer des conditions de travail pour leurs salariés en ligne avec nos ambitions sociales. L'indicateur qu'on va faire tourner derrière ce pilier, c'est le nombre d'emplois attribués à des personnes en insertion. Et là, on arrive sur les 2 derniers indicateurs où l'outil Silex va nous être très utile. Et là, je vais parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap et la capacité de tous les prestataires à mettre, soit à recruter directement des personnes en situation de handicap, soit à se tourner vers le secteur du handicap pour acheter des prestations qui ne sont pas aujourd'hui couvertes par les principaux acteurs. Et là, l'indicateur, c'est le montant des marchés attribués au secteur du handicap. Donc là, l'outil Silex va nous être très utile pour récupérer de la data. Le 5e indicateur, c'est la création de valeur sur les territoires et où notre objectif est d'encourager la formation de groupements, comme je le disais tout à l'heure, entre des grosses structures, des plus petites, d'encourager le recours à l'économie sociale et solidaire et d'encourager le recours à des TPE, PME locales. Et là, l'indicateur, c'est le pourcentage des marchés qui vont être attribués à des TPE, PME, aux structures de l'économie sociale et solidaire. Et là, idem, le Silex va avoir un rôle déterminant à ce niveau-là pour aller récupérer de la donnée. Alors, le process achat, rapidement, c'est un process, on va dire, classique, sauf que on déploie la démarche responsable à chaque étape. Alors, on a parlé du sourcing inclusif, je ne vais pas revenir dessus. Les étapes les plus importantes, en fait, là où Silex va nous être d'une grande utilité, évidemment, et la plateforme ESS 2024, c'est l'étape 1, donc le sourcing en amont, et puis la dernière étape, au moment de la dissolution, enfin les 2 dernières étapes, je dirais, le suivi du prestataire et la fin de mission avec la récupération des données, avec les indicateurs qu'on va faire tourner sur tous les sites de compétition et certains sites de nos compétitions. Stéphanie, tu peux passer à la slide suivante. Donc, aujourd'hui, il va y avoir des opportunités économiques dans 17 grandes familles d'achat, on en a parlé tout à l'heure. Derrière ces 17 grandes familles d'achat, en fait, on retrouve 155 sous-familles. Et derrière ces
155 sous-familles. On a je crois que c'est 568 catégories de biens et services. Donc, une segmentation de près de 600 catégories d'achats. Voilà. Et donc, je pense avoir terminé. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Très bien, merci beaucoup Silver. Vous voyez donc avec l'exemple de Paris 2024, les éléments de cadrage stratégique, ce haut niveau d'ambition très volontariste, très exigeant sur le recours aux petites entreprises, notamment celle de l'ESS. C'est à ça que sert la plateforme ESS 2024, j'y reviendrai tout à l'heure, à repérer ces entreprises, à les mettre en dynamique, à les mettre aussi dans une perspective positive, où il faut se projeter pour pouvoir répondre et soumissionner à des marchés publics de cette envergure et qui demandent quand même de maîtriser un certain nombre de sujets, de maîtriser un certain nombre de risques à venir aussi, qui suppose de collaborer avec d'autres entreprises. Et puis la collaboration avec Silex qui apporte aussi cette dimension de reporting d'activité. Donc à la fois sur le sourcing et le reporting, on a pu construire avec Paris 2024 et aux côtés de Paris 2024 ces 2 dernières années, une collaboration pleinement complémentaire en termes d'expertise, en termes de solutions, en termes d'outils, en termes de dispositifs qu'on va vous présenter avec Stéphanie à 2 voix. Peut-être un mot, vous nous connaissez en grande partie déjà, Silver en a dit un mot, mais sur ce qui fonde un peu notre conviction en matière d'achat. On accompagne aujourd'hui, c'est la slide suivante, Stéphanie, on accompagne aujourd'hui à la fois les acteurs publics et les entreprises privées pour développer leur politique d'achat dans un sens qui soit plus marqué, qui soit plus affiché, mais qui ne soit pas simplement dans l'affichage et dans le marquage, qui soit aussi mesurable, qui soit aussi tangible et qu'on puisse valoriser en produisant de réels résultats auprès d'un tissu économique qui embrasse à la fois les entreprises de l'ESS au sens statutaire. Peut-être un mot pour ceux qui ne sont pas familiers de l'économie sociale et solidaire. Il y a un cadre légal qui définit et qui régit les entreprises dites de l'économie sociale et solidaire. C'est un cadre légal qui date de 2014, c'est la loi Hamon, qui a beaucoup été malgré tout amendée et complétée avec la loi Pacte, dite loi Le Maire en 2019, avec notamment les entreprises à mission, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec le cas Danone, et les entreprises qui ont un certain nombre de labels à la fois français, européens et internationaux. Mais c'est pas pour autant, c'est pour ça qu'on a aussi voulu faire figurer les entrepreneurs engagés. C'est pas parce que on ne relève pas statutairement du cadre juridique de l'économie sociale et solidaire qu'on n'est pas porteur d'une solution qui peut être innovante d'ailleurs en matière environnementale, en matière de transition écologique, en matière d'innovation sociale, de recrutement inclusif des personnes éloignées de l'emploi, et qu'on ne porte pas aussi un projet entrepreneurial qui soit ancré dans un territoire de proximité. Et donc, on a une approche, je dirais, assez œcuménique de l'ESS, évidemment le cadre juridique légal, qui est le premier pilier qu'on regarde, mais c'est pas le seul. Il y a aussi des entreprises qu'on adresse dans le champ de l'économie circulaire, c'est particulièrement vrai, même si elle coche pas la case de l'économie sociale et solidaire. Alors, quand je dis nous, c'est l'association Les Canaux, et c'est la filiale de l'association Les Canaux, qui s'appelle l'Agence des économies solidaires, qui est une société commerciale de l'ESS. On se doit d'être exemplaire nous-mêmes, je dirais, qui est assez récente, qui a une existence juridique depuis quelques semaines, et qui est dans la continuité du projet associatif des Canaux. Au cœur du projet associatif des Canaux, il y a le soutien au développement économique des entreprises de l'ESS. Les considérer à la fois comme des acteurs qui portent une performance sociale évidemment, mais qui aussi ont un modèle économique qui se doit donc par définition d'être consolidé, d'être sécurisé et d'être aussi projeté à horizon moyen-long terme, donner cette possibilité, donner ces moyens aux acteurs économiques de l'économie sociale et solidaire d'avoir des perspectives de développement et de croissance à horizon long terme. C'est souvent des inhibitions, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons dans le champ de l'ESS, que de ne pas être en capacité de passer à l'échelle ou de ne pas forcément dans son modèle, je dirais, dans son modèle économique, dans son modèle de recrutement, que de ne pas avoir cette faculté à se projeter à moyen terme. Nous, on pense que le levier des achats est un levier qui doit permettre aux entreprises de l'ESS d'avoir cette possibilité de projection le plus loin possible, de projection économique. Et pour faire ça, on accompagne à la fois les acheteurs, les donneurs d'ordre, je devrais dire, dans leur ensemble, parce que il y a aussi, bien sûr, les décisionnaires, ça peut être des élus quand on est dans des cadres de collectivités locales,
médical, les prescripteurs, les opérationnels, et puis les acheteurs le moment venu. Et on les accompagne en même temps, en parallèle, je dirais, des entreprises elles-mêmes. Parce que c'est bien dans le rapprochement entre une expression de besoin d'achat et une expression d'une offre économique, d'offres économiques au pluriel, que se situe notre accompagnement dans cet équilibre qu'on essaye de construire et de structurer. Alors, on n'est pas, je dirais qu'on n'est pas porteur de l'ensemble de la chaîne de l'accompagnement. Nous, on apporte, et j'y reviendrai tout à l'heure, on apporte une brique assez qualitative qui nous permet d'aller assez loin, malgré tout, dans la connaissance qu'on a des entreprises de l'ESS. On s'appuie sur un certain nombre de réseaux partenaires pour faire ça, mais on s'appuie aussi sur Silex, sur la dimension qu'on n'a pas, qu'on ne porte pas, et c'est l'intérêt de la collaboration et de la complémentarité avec Silex, qui est la brique de l'outil digital et de l'outil technologique. Je vais effectivement moi parler de Silex, et quand je t'entends parler et présenter les canaux, Christophe, je me dis qu'en fait on est un peu le pendant de ce que vous faites côté technologique, puisque Silex en fait est une start-up donc qui a été fondée en 2014. On va bientôt avoir 7 ans. Et on a notre première vocation et également d'aider les acheteurs, les donneurs d'ordre, à trouver des sociétés, donc via le sourcing, dès les premières étapes de l'achat, identifier des sociétés qui sont dans des secteurs des PME, d'économie sociale et solidaire, et vraiment avec cette volonté de rapprocher les donneurs d'ordre des entreprises et de l'économie. Donc on a un peu la même idée et la même vocation que vous, mais là où les canaux répondent avec une solution d'accompagnement, d'identification et vraiment d'accompagnement des donneurs d'ordre d'un côté et des entreprises de l'autre, nous on a la même vocation, mais avec une solution logicielle qui va permettre aux acheteurs d'identifier des sociétés et aux sociétés de se faire connaître en accédant à la plateforme et en remplissant leur profil et en indiquant leurs compétences et leur savoir-faire. Donc c'est vraiment, on s'est effectivement, on a commencé à travailler ensemble dans le cadre du projet Paris 2024, puisqu'il y avait cette volonté commune des donneurs d'ordre qui voulaient faire travailler ces sociétés d'économie sociale et solidaire, les PME, les territoires. Donc on a commencé à travailler ensemble, mais c'est vrai qu'on voit vraiment des synergies et une complémentarité entre nos différentes solutions pour avoir une expertise, pour avoir encore une fois un rapprochement de l'offre des sociétés et des besoins des donneurs d'ordre qui veulent quelque chose de plus qualitatif et un accompagnement de ces structures pour pouvoir répondre à des objectifs bien définis en termes d'économie sociale et solidaire ou de sociétés plus inclusives et d'économie circulaire. Alors, notre action pour poursuivre, elle se fonde sur une conviction importante, je crois, qui est de ne pas considérer les achats simplement ou uniquement comme un levier, comme une fonction support. Pour nous, que ce soit dans un contexte d'une organisation publique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, l'État ou différents niveaux de collectivités territoriales, des établissements publics, des acheteurs hospitaliers, etc., que ce soit bien sûr des entreprises privées, là aussi, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise, pour nous, on a vraiment la conviction que il faut construire à haut niveau d'ailleurs en termes de portage une politique d'achat qui soit exemplaire et vertueuse, avec deux maîtres mots qui sont des maîtres mots qui sont familiers dans le champ de l'ESS, mais au-delà de la familiarité ou encore une fois de la déclaration d'intention, souvent il faut qu'on puisse produire des résultats, il faut qu'on puisse s'outiller pour produire des résultats concrets. Le premier de ces mots, c'est la coopération, c'est la collaboration, c'est faire en sorte que des entreprises qui parfois sont plus petites, c'est vrai, qui, je le disais tout à l'heure, s'inhibent quand il s'agit de répondre à des marchés publics, à des marchés privés, qui n'ont pas cette faculté, je dirais, naturelle, souvent, de construire des propositions de valeur, de construire des argumentaires commerciaux, parce que parfois, peut-être un peu trop cantonnées dans leur rôle social ou sociétal, faire en sorte qu'elles puissent aller, qu'on puisse les aider à aller construire des collaborations matures, des collaborations de qualité avec des entreprises plus classiques, des entreprises conventionnelles, notamment des grandes. Et puis le deuxième mot, c'est la proximité, la création de valeur sur les territoires. Là aussi, dans le champ de l'ESS, il y a des savoir-faire, qui répondent à des besoins territoriaux, mais qui peuvent, dans d'autres contextes, dans d'autres échelles territoriales, qui peuvent aussi être accélérés. Alors, ça suppose d'abord de les connaître et de
les rendre visibles, d'où l'importance du sourcing et du sourcing très très qualitatif. Mais ça suppose ensuite de les accompagner pour pouvoir passer progressivement les différentes étapes nécessaires pour qu'elles puissent se consolider ces solutions et qu'elles puissent répondre de manière plus massifiée, je dirais. Si on veut répondre à des vrais besoins structurels sur des politiques d'achat significatives, c'est bien l'enjeu aujourd'hui en matière notamment de relocalisation d'économie durable. Il faut qu'on puisse accompagner ces solutions à passer à l'échelle petit à petit. Donc, notre valeur ajoutée, donc en tant que groupement en partenariat, c'est qu'on accompagne on propose un accompagnement de bout en bout. Donc nous, on fournit une solution avec aux acheteurs et également aux entreprises qui peuvent accéder à Silex. Et on accompagne toute la chaîne de valeur. Donc comme l'a montré tout à l'heure Silver sur son graphe, on part du début vraiment du sourcing, identifier les sociétés très en amont, les accompagner, faire en sorte qu'elles soient identifiées par les donneurs d'ordre, qu'elles soient accompagnées par les canaux notamment, pour répondre aux appels d'offres et participer à toute la chaîne de valeur et permettre par exemple aux donneurs d'ordre d'identifier les marchés qui peuvent être réservés, faire en sorte que ces entreprises puissent faire des groupements qui leur permettent de répondre à des appels d'offres. Et on va aller jusqu'au bout de la chaîne pour aller suivre cette performance, monitorer cette performance et pouvoir montrer les résultats qui vont être mis en œuvre. Donc ça, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne, être capable de mesurer les impacts qu'on a tout au long de la chaîne. Donc comment est-ce qu'on va faire cela? On va s'appuyer sur des technologies, les technologies Silex notamment. Donc nous, on se base sur une base de données exhaustive qui recense toutes les entreprises de France, avec un certain nombre de critères, dont le SS, dont les entreprises du secteur adapté, les EA, les ESAT, les structures d'insertion. Et pour aller plus loin, justement, on a intégré la base des canaux, parce que comme l'expliquait Christophe, on peut aller au-delà de l'ESS. Il y a la typologie, il y a effectivement les entreprises qui sont recensées dans ce secteur d'activité, mais il y a des entreprises qui vont aller plus loin, des associations qui vont peut-être pas être étiquetées ESS, ou des entreprises, des PME qui vont déléguer une partie de leur activité à des structures du handicap ou de l'insertion. Donc, c'est vraiment avoir, grâce aux données et aux informations des canaux, à l'intégration de la base de données qui est très, très qualifiée et qui fournit un accompagnement en plus, on va aller plus loin dans cette qualification, on va aller plus loin pour aller permettre de trouver ces sociétés qui s'intègrent dans ce contexte de durabilité, d'insertion et d'engagement. Et donc, on va travailler en plus avec des acteurs du territoire. Et donc, ça, c'est vraiment des choses, des actions qui sont faites au niveau local pour accompagner les entreprises au quotidien. Donc, que ce soit côté acheteur, nous on travaille beaucoup avec des régions, des départements, des territoires, et je sais que côté entreprises SS 2024, c'est aussi le cas. Donc on a vraiment des actions qui sont menées au niveau des territoires et localement côté donneur d'ordre, mais on va aussi travailler avec les structures de l'ESS ou de l'insertion ou du handicap au niveau local, parce qu'il y a des accompagnements de proximité qui sont très très qualifiés et qui sont là auprès des acteurs au quotidien. Alors, sur cet accompagnement de bout en bout, vous commencez à bien cerner, à bien apprécier la complémentarité sur toute cette chaîne de valeur. Finalement, si je prends une politique achat classique ou si je prends un cycle achat classique entre Silex et puis ce qu'on porte comme expertise et comme dispositif d'accompagnement au sein des canaux, je commence peut-être là sur la slide que vous avez à l'écran par la rubrique qui apparaît à droite, parce que c'est là, me semble-t-il, qu'il y a deux conditions qui sont des conditions essentielles, indispensables pour que l'ensemble du dispositif puisse réussir, puisse fonctionner. La première de ces conditions, c'est effectivement qu'on puisse adresser l'ensemble de la chaîne de valeur. Cet accompagnement à 360 degrés, de bout en bout, peu importe comment on l'appelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'intervient pas le plus tôt possible sur l'éclairage en amont de la décision d'achat et le plus tard possible, finalement, complètement en aval, pour s'assurer qu'une fois que les contrats sont notifiés, une fois que les prestations ou les fournitures de services démarrent, qu'on puisse vigiler cette phase de
mise en œuvre, d'exécution, qu'on puisse aussi et surtout mesurer ce que ça produit de manière à ce qu'il y a bien sûr des indicateurs quantitatifs, et Silver en a dit un mot avec l'illustration de Paris 2024, mais il y a aussi des indicateurs plus qualitatifs qui permettent notamment de mesurer sur le champ de l'ESS le lien entre le développement économique, on va gagner du business, on va gagner de la part de marché sur des achats publics, sur des achats privés, et à quel point ça génère de l'externalité, de la retombée positive pour son territoire et pour les habitants du territoire, notamment les demandeurs d'emploi de son territoire et notamment ceux qui sont accompagnés socialement, socio-professionnellement, je dirais, pour pouvoir trouver un emploi et notamment un emploi le plus durable possible. Ou pour reprendre une activité, il y en a quand même beaucoup qui sont en chômage partiel en ce moment. Et donc ce lien, ce continuum d'intervention à 360 degrés et ce lien entre le business, la part de marché, le développement économique des structures et le recrutement et donc l'ancrage sur le territoire en puissant générer des bénéfices pour ceux qui y habitent, c'est bien ça l'esprit de notre accompagnement. Et notre accompagnement, vous le voyez, je l'ai déjà dit, mais peut-être pour en dire quelques précisions, pour apporter quelques précisions, il consiste à la fois à apporter ce soutien, cet éclairage, cet appui aux acheteurs, faire en sorte que dans la décision d'achat, on puisse déjà bien connaître la maturité de son tissu économique, local, solidaire, qu'on puisse bien connaître aussi la maturité et la capacité à agir, à fournir, à intervenir de ce tissu économique, et qu'on puisse du coup faire le lien avec son besoin d'achat. Avant même que ce besoin d'achat soit exprimé, alors peut-être pas exprimé, parce qu'on commence à démarrer l'expression du besoin, mais peut-être retranscrit, c'est le deuxième point, dans les dossiers de consultation. Et c'est là qu'on intervient aussi, nous, pour finalement que ce soit sur de la commande publique, alors il y a différents leviers, c'est parfois plus technique, plus contraint, plus complexe aussi, il faut se le dire de manière directe, mais aussi dans le cadre de la commande privée, il y a des spécificités qu'il nous faut connaître, et quel que soit le contexte finalement de passation de ces consultations, on va essayer de panacher les différents leviers qui nous semblent utiles, qui nous semblent, en plus de l'utilité, qui nous semblent efficaces pour préflécher le recours aux entreprises de son territoire, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est pas du tout mécanique tout ça, évidemment c'est pas du tout, même si parfois on le souhaite, et il y a des volontés qui sont affirmées, c'est pas du tout naturel, et donc ça suppose aussi et en parallèle et de manière transverse et de manière élargie d'ailleurs dans le contexte des organisations, des opérationnels, des décideurs, des acheteurs, d'engager une conduite du changement qui soit séquencée, qui soit progressive et qui permette la culturation sur l'ESS, la culturation sur l'ESS à la conquête des marchés en tant qu'acteur économique, la culturation sur les différents leviers de la commande publique, de la commande privée qui nous permettent de travailler avec ces acteurs de l'ESS. C'est l'ensemble de ce dispositif, de ce processus de conduite du changement, de transformation qu'on porte aussi et qu'on porte toujours, je reviens sur ma condition initiale de réussite, l'analyse de l'impact et de ce que ça produit. Derrière analyse de l'impact, qui est un terme une formulation un peu fourre-tout, il faut qu'on ait des indicateurs. Mais il faut qu'on ait des indicateurs qui ne soient pas usine à gaz, si on veut que la conduite du changement soit la plus large possible. Il faut des indicateurs d'impact qui soient suffisamment aussi valorisables et qui puissent permettre, comme le chantier est complexe, et qui puisse permettre à la fois de faire ce lien entre le développement économique et l'emploi local. Et c'est ce qu'on s'astreint à travailler, une méthodologie de mesure d'impact qui soit suffisamment simple, mais qui soit aussi suffisamment percutante pour qu'on puisse être dans des démarches là aussi qui puissent être rapidement massifiées sur des politiques d'achat significatives. Voilà. Alors on ne fait pas que ça, je le disais tout à l'heure, c'est dans l'équilibre entre ce qu'on fait auprès des acheteurs et ce qu'on fait auprès des entreprises que se situe notre valeur ajoutée. Alors, évidemment, dit comme ça peut paraître un peu binaire. Il y a une demande, c'est-à-dire une expression de besoin d'achat, et puis il y a une offre, des soumissionnaires, des entreprises qui portent des solutions, et on essaye de les faire se rapprocher. Mais en fait, ce rapprochement, il n'est pas si évident que ça, parce qu'il faut qu'il se situe au bon moment, il faut qu'il se situe au bon niveau, et il faut aussi qu'ils ne mettent pas en péril les acheteurs qui décident de sourcer et les entreprises qui décident de se faire sourcer. Et donc, c'est dans cet équilibre subtil, pas évident à trouver, qu'on essaye, nous, d'apporter des ressources, de l'accompagnement, de l'ingénierie, de l'expertise pour faire en sorte que les entreprises puissent se mettre dans cette logique où elles se préparent à répondre. Et pour se préparer à répondre, il faut savoir apporter des éléments de sourcing aux décideurs, aux donneurs d'ordre, et des éléments de sourcing pas simplement sur je suis le représentant de cette entreprise, voilà ce que je porte, voilà mon secteur d'activité, voilà mon SIRET, mais de manière plus qualifiée sur comment est-ce que ma solution peut être innovante, peut-être pas dans l'absolu, l'innovation par définition
mission, je dirais, mais peut être innovante dans le contexte particulier ou dans le périmètre particulier d'application de celui de l'acheteur dont il s'agit. Et c'est ça qu'on apporte nous, c'est l'argumentaire de qualification, c'est l'argumentaire de différenciation sur qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que peut-être vous avez envie de porter, comment est-ce qu'on peut vous accompagner aussi à vous développer, à faire en sorte que les solutions qu'aujourd'hui vous portez, elles peuvent éventuellement acquérir une taille critique supplémentaire en se regroupant avec d'autres. Et cette logique, peut-être dernier mot sur notre accompagnement, cette logique de consortium, cette logique de collaboration avec d'autres, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, y compris dans le champ de l'ESS d'ailleurs, c'est pas si là non plus, c'est pas si évident pour une entreprise de l'ESS d'aller travailler avec une autre entreprise de l'ESS. Et même s'il y a des leviers qui encouragent ça, je pense notamment au marché réservé dans la commande publique entre l'IAE, l'insertion et le handicap. En réalité, c'est pas si évident que ça parce que ça suppose de l'anticiper, ça suppose de le faire monter en maturité petit à petit, ça suppose de le tester sur des petites consultations, ça suppose parfois de faire en sorte que ça marche pas et puis d'y retourner ensemble en améliorant l'offre de services commune. Et c'est tout ce continuum d'intervention qu'on essaye de proposer. Alors, on ne le propose pas sur tous les secteurs d'activité. Ça, je crois que c'est important pour revenir à l'importance du sourcing. On le propose sur des secteurs d'activité qui nous semblent propices en termes de positionnement économique, en termes de performance économique des entreprises de l'ESS. Et c'est ça qu'on essaye de faire, secteur d'activité par secteur d'activité, filière d'achat par filière d'achat, avec une entrée territoriale, parfois à une échelle assez large, hein, le territoire national pour Paris 2024, le territoire régional pour des collectivités, puis on redescend. Ça nous permet d'avoir cette analyse et ce sourcing le plus fin et le plus qualifié possible de ce que sont en capacité d'apporter et de produire les entreprises de l'ESS. Donc moi je vais vous parler de la partie accompagnement technologique via Silex, toujours dans le même objectif de d'aider les entreprises à gagner en visibilité, être alertées au plus tôt, être engagées au plus tôt dans tous ces sujets et ces appels d'offres diffusés par les donneurs d'ordre. Donc nous, on participe à la diffusion globale de la programmation des achats. Silver vous a montré sa cartographie des achats. On commence à communiquer, on commence à savoir quels vont être les achats, les marchés qui vont être portés par Paris 2024. Donc nous, on a vocation aussi à aider cette diffusion à être le plus en amont possible et faciliter la lecture de tous ces éléments qui vont être fournis par tous les acteurs notamment du secteur public, pour porter l'information au plus près des entreprises, au plus près des territoires, pour que les entreprises de l'ESS ou de l'économie circulaire ou les petites PME d'un territoire aient accès à l'information le plus tôt possible. Ensuite, elles vont pouvoir, c'est des entreprises qui sont souvent peu digitalisées, qui sont moins visibles que les gros mastodontes sur Internet, sur les appels d'offres, qui n'ont pas la possibilité de faire de la veille sur les appels d'offres et qui sont en général beaucoup moins visibles. Donc nous, on a un espace qui est dédié sur Silex pour que les entreprises puissent valoriser leur savoir-faire, puissent mettre en avant leurs compétences. C'est un espace auquel elles ont accès de manière gratuite grâce à un numéro de SIRET. Donc elles vont vraiment valoriser leur savoir-faire sur des spécificités, sur des catégories d'achat ou sur des compétences très particulières. Et puis nous, on va ajouter à toute cette partie savoir-faire et compétences, on va ajouter toute la partie données qu'on peut agréger sur ces entreprises pour pouvoir ensuite identifier que ce sont des PME, où est-ce qu'elles sont situées, donc le côté territorial, le côté taille d'entreprise, le côté insertion, secteur du handicap, etc. Toute cette partie-là va être automatiquement, qui permettra de faire du reporting derrière, va être automatiquement apporté par Silex. Donc, on a vraiment une base qui est très qualitative et un espace qui est dédié aux entreprises qui est facilement accessible pour elles. On va être proactif aussi en diffusant automatiquement les sourcings qui sont réalisés sur Silex par les entreprises. On va directement aller alerter les entreprises de manière automatique quand elles sont identifiées comme pouvant répondre et étant compétentes pour répondre à un sourcing qui a été lancé sur Silex. Donc, on va vraiment avoir un côté aussi accompagnement des entreprises, accompagnement technologique, mais qui va aller en complément de l'entreprise, de l'accompagnement plus
plus fin que va faire les canaux. Côté acheteur, parce qu'on travaille aussi, nos premiers clients sont les acheteurs, hein, qui des donneurs d'ordre qui ont cette volonté de rendre plus responsables leurs achats, d'accompagner des entreprises, des territoires. Donc ce côté RSE dont on parle beaucoup. Nous, ça c'est aussi dans l'ADN de Silex de vouloir apporter des solutions différenciantes, accompagner les acheteurs dans tout ce qui est non économique, hein, parce qu'il y a souvent, on voit les acheteurs comme des entreprises qui vont aller faire des économies, mais maintenant il y a vraiment des choses qui vont plus loin que ça, vraiment ce côté responsable de l'achat, qui est une volonté très affirmée par tous nos clients, par tous les acheteurs avec lesquels on travaille, mais qui ont justement aujourd'hui des problèmes pour mettre en œuvre cette volonté et cette stratégie d'achat plus responsable, parce qu'il faut aller trouver ces entreprises, il faut aller trouver ces PME, et aujourd'hui c'est plus difficile, ça demande plus d'efforts, où ça demande un travail plus qualitatif pour aller trouver les bonnes entreprises au bon moment. Donc nous, on accompagne les acheteurs en digitalisant tout ce processus achat, en leur permettant d'identifier dès le début est-ce qu'il y a vraiment une réalité économique d'entreprise de l'ESS sur tel segment d'achat? Est-ce que je vais pouvoir faire si je fais un marché réservé, est-ce que c'est cohérent avec la réalité d'un territoire ou d'une famille d'achat? Est-ce que je vais trouver des entreprises de l'ESS dans ces segments d'achat? Donc, on a vraiment une volonté, on va accompagner les acheteurs dès le début de la chaîne, encore une fois, pour faire de l'analyse de marché, pour leur permettre de faire des cahiers des charges mieux ciblés, ou de réserver des marchés à l'ESS ou au secteur adapté quand c'est raisonnable de le faire, parce que, comme disait Christophe, c'est pas l'ESS, va être très présente sur certaines catégories d'achat, beaucoup moins dans d'autres. Donc, nous aussi, on va permettre aux acheteurs de faire des analyses de marché très en amont, et on va leur apporter toute la donnée et toute la technologie qui vont leur permettre de gagner du temps sur ces processus de qualification, et ensuite de recenser les fournisseurs qui vont pouvoir répondre à ces marchés. Donc une collaboration, hein, je pense vraiment de bout en bout, pour les acheteurs et les entreprises, pour dès le début de la chaîne permettre de réaliser des stratégies d'achat qui sont plus tournées vers la responsabilité sociétale des entreprises. Peut-être passer rapidement sur cette slide, ouais, sur celle-là, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Le continuum d'intervention, pour vous décrire un petit peu le panorama des partenaires locaux et nationaux d'ailleurs avec lesquels on travaille sur le champ de l'ESS, parce qu'on ne pourrait pas se doter d'abord de ce niveau d'ambition et puis ensuite de ce niveau d'outillage aussi en termes de performance technique, technologique, si on ne travaillait pas avec un certain nombre de réseaux qui maillent l'ensemble du territoire national. Si on veut adresser le plus possible d'entreprises de l'ESS, si on veut les repérer, les identifier, si on veut les accompagner à se qualifier et à se préparer à soumissionner, il faut qu'on puisse s'appuyer sur ceux qui, au plus près des entreprises, sur les tissus économiques de proximité dont je parlais tout à l'heure, ont cette capacité à discuter avec les entreprises, à les connaître et à pouvoir nous faire remonter cette information. Du coup, on a sur cet écosystème de partenaires, je crois, un élément important aussi. Ça ne pourrait fonctionner. En réalité, ça ne pourrait pas fonctionner avec l'ensemble de ces partenaires. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Si on intervenait en substitution ou en doublon de ce qui existait déjà. Je crois que ça, c'est important à le marteler. Il y a déjà beaucoup d'initiatives sur les territoires en matière d'achat socialement responsable, on va dire. Ça peut concerner un bout de la chaîne d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure. Ah, je crois qu'on a perdu Christophe. Il a dû avoir un petit problème de connexion. Donc je vais reprendre la suite de la présentation. Donc effectivement, on a un
pool de partenaires, enfin d'experts de terrain. Et nous aussi, côté Silex, on travaille au quotidien avec des relais locaux qui permettent de faciliter et d'accompagner ces acteurs au plus près du terrain, donc que ce soit côté donneur d'ordre ou côté entreprise du secteur social et solidaire. Donc, quelque chose d'autre qu'on a en commun entre Silex et les canaux, c'est qu'on a une base de données très qualifiée. J'ai repris Christophe, te revoilà. Vas-y, je te laisse poursuivre, c'est très bien. Donc, j'enchaîne sur... On est complémentaires, y compris dans l'animation. Complémentaires jusqu'au bout, même dans les sujets techniques. Donc, on a un autre point commun entre Silex et les canaux, c'est qu'on a on a une base de données qui nous permet justement de qualifier, d'identifier et de mieux cibler les entreprises de l'ESS. Donc, nous, ça, c'est vraiment la base, hein, la colonne vertébrale de Silex, c'est cette base de données fournisseurs que l'on agrège, et c'est un travail quotidien puisqu'on va avoir une vision vraiment 360 degrés sur les fournisseurs en partant de leur carte d'identité, vraiment la base, les données INSEE, leur caractère innovant avec leurs brevets, quel est leur chiffre d'affaires, etc. Enfin, pas mal d'informations qu'on va agréger en allant chercher sur des répertoires, sur des annuaires, en qualifiant la donnée le plus possible. On a bien entendu toute la donnée de l'économie sociale et solidaire, hein, qui est une donnée qui est déclarative à l'INSEE. Après, on va avoir les entreprises, tous les annuaires de l'insertion, du handicap, du travail adapté. Donc ça, on l'a déjà. Ça permet aux acheteurs d'avoir un travail de sélection, d'identification, d'analyse de marché. Nous, ça va nous permettre de faire du sourcing automatisé. Mais on va en plus aller plus loin en intégrant la base des canaux, va nous permettre d'aller plus loin et d'avoir de la donnée encore plus qualifiée sur ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, si tu veux ajouter un petit mot, peut-être, Christophe, sur... Oui, tout à fait. La donnée qualifiée, elle nous sert à faire de l'analyse, et cette analyse nous sert à faire de l'éclairage des décisions d'achat, enfin à faire des recommandations pour venir aider ou outiller des stratégies d'achat. C'est quoi cette analyse? On rentre dans ces données évidemment, et puis on regarde là aussi sans faire d'usine à gaz, mais en sortant 3-4 grands critères qui sont des critères qui nous semblent déterminants pour mesurer par secteur d'achat, par territoire, par forme juridique aussi de l'ESS ou de la non-ESS, quelle est la capacité économique. Est-ce que le tissu il est robuste, suffisamment robuste? Est-ce qu'on a suffisamment d'entreprises? C'est-à-dire qu'il faut aussi s'assurer d'une représentativité, d'une diversité de structures pour ne pas risquer l'infructuosité systématique. On a eu que trop d'exemples dans le champ de l'ESS de marchés infructueux, et donc c'est cette analyse-là qu'on essaye de faire remonter par catégorie d'achat. Et après, ça permet à l'acheteur de se dire est-ce que oui ou non je vais pouvoir allotir sur quel type de lot? Est-ce que je vais pouvoir éventuellement réserver sur quelques activités? Est-ce que je vais pouvoir prescrire sur des clauses plus ou moins engageantes, plus ou moins exigeantes? Est-ce que ces clauses sont d'exécution sur l'insertion par exemple? Est-ce qu'elles sont adossées à des critères de notation, d'attribution? C'est l'ensemble de ces leviers qu'on va faire remonter grâce à ces données fournisseurs que vous avez rapidement synthétisées à l'écran. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement peut-être un élément sur le fait que, et je crois que c'est important, que cette base, elle couvre l'ensemble du territoire national, qu'elle a vocation à se développer encore, parce que les réseaux partenaires avec lesquels on travaille, cet ancrage sur l'ensemble des régions de France sur lesquelles on travaille, ça a vocation à faire que ce taux de couverture nationale puisse grandir dans les prochaines semaines. Et le projet de Paris 2024, bien sûr, avec cette dimension d'intérêt national, son envergure, et le fait que même si on parle de Paris 2024, c'est un projet qui, bien sûr, va entraîner une dynamique économique sur tous les territoires, va beaucoup nous y aider dans les prochains mois. Alors, côté données Silex, c'est pareil, je ne vais pas trop approfondir le détail des données qu'on a sur Silex. Et on couvre aussi tout le territoire national. On a l'exhaustivité des sociétés françaises. Ici, sur la gauche, vous avez ce qui est la finalité, hein, vraiment le but de pouvoir cartographier, monitorer, reporter sur sa performance achat. Ces résultats, où est-ce que j'ai fait travailler les entreprises, où est-ce qu'elles sont situées, quelle est la part des entreprises de l'ESS dans mes achats, quelle est la part de PME, où est-ce qu'elles sont situées, etc. Donc, grâce à toute la donnée qu'on agrège, on arrive effectivement dès le début à faire du sourcing, mais la finalité est aussi de pouvoir monitorer
et de suivre au plus près sa performance achat sur des critères qui ne sont pas que économique au sens gain et combien j'ai dépensé, mais de manière plus qualitative. Où est-ce que j'ai dépensé, comment j'ai dépensé, quelles sont mes performances en économie sociale et solidaire, en PME, au niveau de mon territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière dynamique et naturelle sur Silex et qui est très utile justement à tous nos clients acheteurs pour pouvoir piloter au plus près leur stratégie, leur stratégie d'achat. Très bien. Merci Stéphanie. Peut-être je propose, avant de rentrer dans le détail de notre méthode, parce qu'on vous en a déjà livré plusieurs mots, je propose un dernier mot rapide avant de vous céder la parole dans la dernière dizaine de minutes qui nous reste, parce que je crois que c'est important qu'on se donne malgré tout ce temps d'échange, de réaction, éventuellement d'interrogation aussi, que ce soit côté COJO, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, ou côté Silex et Cano. Peut-être un mot pour insister sur cette acception commune qu'on a de ce levier du sourcing. On y apporte des outils et des dispositifs différents. L'enjeu étant à la fois la qualification, bien sûr, on en a beaucoup parlé, mais aussi l'anticipation. C'est apparu en filigrane quand on parlait de continuum d'intervention, de sourcing amont, mais cette dimension d'anticipation où on prend le temps d'avance, où on inverse un peu la logique finalement. Le sourcing souvent arrive un peu trop tard, que ce soit du côté des entreprises, parfois du côté des acheteurs, et cette dimension où on essaye de remonter le plus tôt possible dans un calendrier, dans une planification d'achat, pour que le levier du sourcing soit performant au sens de la finesse de l'information, au sens de la maille d'analyse aussi de cette information, pour faire en sorte que les décisions d'achat soient les plus éclairées, puis ensuite elles sont prises et les entreprises se mettent en situation d'y répondre et donc de délivrer les prestations quand elles sont retenues, ce qu'on souhaite quand même quand elles sont dans le champ de l'ESS. Donc c'est ce levier-là, il n'y a pas de, je dirais, de grande révolution sur l'approche, sur la méthodo. En revanche, la complémentarité et le fait qu'on la teste de manière concrète et que ça fonctionne sur le périmètre des jeux, je crois que c'est ça qui est assez nouveau et qui nous permet maintenant de penser la réplication dans d'autres contextes de politique d'achat. Voilà, je m'arrête là. On a été très long déjà, mais le sujet nous entraîne. Mais peut-être qu'on peut vous laisser réagir si vous avez à la fois des remarques, des contributions bien sûr, et puis des questions. Silver est encore parmi nous. N'hésitez pas, on les prend et on tâchera de vous y apporter des éléments de réponse. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont tombées pendant qu'on parlait. J'ai vu que Silver a répondu en direct, mais on peut peut-être en parler, le budget carbone. J'ai vu plusieurs questions sur le budget carbone. Comment est-ce qu'il mesure? J'ai apporté une réponse qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que tous les sites de compétition vont disposer d'un budget carbone qui va être calculé en amont. Et là, on est en train de réaliser le travail avec une société qui nous accompagne à ce niveau-là. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste du budget carbone. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un indicateur parmi les 5, le respect du budget carbone. Voilà, qu'on va faire tourner sur tous les sites de compétition et certains sites de non-compétition, comme le village olympique et paralympique. Et là, on a un cabinet qui nous accompagne sur ce travail de calcul et à la fois pour calculer le budget carbone et puis qui va nous accompagner dans la mise en place de cet indicateur. Alors, peut-être un mot juste pour rebondir sur la question du carbone. Tu parlais des cabinets qui vous accompagnent, Silver. C'est un bon exemple. On a 2 entreprises de l'ESS, une nantaise et une parisienne. Une nantaise qui s'appelle Tovalu, qui est une entreprise qui dispose d'un statut dans l'ESS qui s'appelle le label Bicorp. J'en parlais tout à l'heure très très rapidement, qui accompagne et qui est dans ce groupement d'AMO de Paris 2024 sur le bilan carbone, les modalités de calcul, de compensation, etc. Et on a aussi une entreprise qui s'appelle Utopie, qui là aussi est une entreprise à mission, une entreprise Bicorp implantée à Paris, mais qui intervient sur toute la France et même à l'international. Oui, ces 2 exemples, s'il fallait donner des illustrations qui montrent qu'en effet l'ESS est déjà rentré sur les métiers de prestation intellectuelle, en plus, là où on les attend pas forcément, sur la question du carbone.
Voilà, je vois, je les prends en vol, quelques questions sur à la fois la couverture territoriale et les partenariats. Alors effectivement, je parlais tout à l'heure des 13 régions, nationales. On a aussi la Corse, on a aussi les territoires ultramarins, sur lesquels la démarche de sourcing est engagée avec un certain nombre des réseaux locaux dans le champ de l'ESS. Je pense notamment aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. La dynamique, elle est lancée, va se poursuivre et s'amplifier dans les prochaines semaines. On a quelques pépites dans ces territoires, sur quelques filières, l'économie circulaire au sens large, une filière très transversale sur la gestion des déchets en particulier, la valorisation des déchets en particulier. On va s'astreindre avec les réseaux à poursuivre ce travail de sourcing et de référencement parce qu'on a véritablement la vocation d'embarquer ces territoires ultramarins et la Corse également dans notre taux de couverture nationale dont je parlais tout à l'heure. Sur les partenariats, alors c'est vrai que la slide est passée très vite, puis en plus j'ai été déconnecté, donc ça me permet d'y revenir. Merci pour la question. On a avec des partenaires nationaux et des partenaires locaux dans le champ du handicap. On a ces collaborations qui en effet sont structurées. Je disais tout à l'heure qu'on n'intervient pas là où les acteurs interviennent déjà. Les acteurs qui sont implantés, le réseau GESAT dans le secteur du handicap, on fait partie de ces acteurs historiques qui, sur le sourcing des entreprises du secteur du handicap, des ESAT, des entreprises adaptées, un peu les travailleurs indépendants handicapés aussi, font déjà un premier travail, une première maille de sourcing. Nous, on intervient en complément sur la séquence suivante. Et on travaille avec eux pour bien se caler, pour que dans la dimension de qualification et la dimension où on analyse pour apporter des solutions à un contexte acheteur particulier, on travaille ensemble quand c'est nécessaire. Et nous, on n'a pas vocation, puisque eux ont cet annuaire qui est quasi exhaustif maintenant, on n'a pas vocation à faire ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire ce sourcing de premier niveau, je dirais. En revanche, on apporte la brique de qualification supplémentaire. Et puis, on apporte aussi, de manière additionnelle, là aussi, vous voyez que ça fonde une vraie complémentarité avec le GESAT. Je pourrais citer d'autres réseaux du handicap aussi. On apporte toutes les autres familles de l'ESS, l'insertion notamment par l'activité économique, les coopératives, et puis les entreprises circulaires qui sont pas dans le champ de l'ESS, ça je l'ai dit, et qui sont pas dans la base du réseau GESAT. Et vous voyez que là aussi, avec une approche ou une entrée par la cible ou par le type d'entreprise, on travaille en pleine complémentarité avec eux. Moi, je vois une question pour Silex à laquelle je vais essayer de répondre. Donc, concernant le pilotage des achats responsables, est-ce qu'on dispose des données de passation et d'exécution du marché? Donc, ça fait partie des données qu'on récupère. On récupère toutes les données toutes les données essentielles des marchés avec l'attributaire. Donc, on est effectivement capable à partir du numéro de SIRET de l'attributaire, de dire est-ce qu'il est partie du secteur de l'économie sociale et solidaire, où est-ce qu'il est situé, est-ce que c'est une PME, une grande entreprise, etc. Donc, on arrive à faire ce travail retour d'analyse justement par rapport au marché et à la donnée essentielle des marchés publics. On a répondu là, sur la Corse. Je crois qu'on a dit qu'on était exhaustifs tous les deux, côté Silex ou les canaux. Alors peut-être sur les critères de durabilité, oui. Si tu peux nous parler du marché de restauration collective, sur la cantine du futur village, sur le critère durabilité RSE au sens large, je pense qu'il est assez percutant. Oui, mais ce qu'il faut retenir sur les critères de durabilité, c'est qu'ils sont pondérés et priorisés en fonction de l'achat et en fonction du marché. Alors sur le restaurant, mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs exemples. On pourrait donner. Là, je crois que la question, ça concerne des exemples de critères. Donc la pondération déjà, ça va en gros de 15 à 40% en fonction du marché. Là, sur la restauration d'entreprise ou la restauration du village olympique et paralympique, qui est plus parlant, c'était 30%, par exemple, le critère de durabilité. Là, on retrouvait essentiellement derrière ces critères de durabilité la problématique de l'alimentation responsable pour tous les athlètes. On retrouvait la problématique de l'insertion, le taux d'insertion qui a été fixé à 15%. Sur le village olympique et paralympique, en gros, les 1000 personnes qui vont travailler, 150 seront issues de l'insertion. On a d'autres critères qui tournent, enfin, qu'on met en place, en tout cas, sur d'autres marchés, comme si on parle de l'économie circulaire, on va retrouver des critères d'éco-conception, de la pratique des 3 R, c'est-à-dire le réemploi, la réutilisation, le recyclage.
Concernant l'environnement, si vous voulez des exemples ça concerne l'optimisation de la consommation d'énergie dans les entrepôts, les bâtiments, les sièges sociaux. Ça concerne la traçabilité des matières premières qui sont utilisées pour fabriquer, par exemple, des décors ou des aménagements temporaires. Ça concerne l'optimisation des chargements de camions pour limiter l'impact sur l'environnement, par exemple. Et puis, voilà. Ensuite, derrière le pilier de l'innovation sociale, on retrouve les conditions de travail, c'est-à-dire qu'on va regarder de très près la politique de recrutement, de formation des salariés et de rémunération. Et ça, c'est notamment valable pour les secteurs du nettoyage, de la restauration, de la sécurité, par exemple. Voilà, concernant les critères de durabilité. Et parfois, ils ont un poids supérieur à celui du prix. C'est-à-dire que sur certains marchés, ils sont pondérés à 35%, alors que le prix est pondéré à 30%. Et sur certains marchés stratégiques, à plusieurs millions d'euros. Donc ça, c'est une volonté forte de faire bouger les lignes à ce niveau-là et de suivre ensuite les engagements du prestataire, puisque l'objectif est de marquer, je dirais, entre guillemets, marquer à la culotte tous les prestataires, et donc de faire tourner ces indicateurs et de bien s'assurer que les engagements pris sont corrects, sont respectés. Et notamment grâce à l'aide de Silex sur cette partie-là, à la fois sur le sourcing et sur la remontée d'informations une fois que le marché la prestation est terminée. Alors, je vois plusieurs questions il y a plein de sur questions. le montage et la collaboration avec Silex. Peut-être déjà sur le temps de travail, le temps de maturation de cette collaboration avec Silex, avec l'input de Paris 2024. C'est l'année 2020 qui nous a permis de concentrer nos efforts communs et de les mutualiser pour faire en sorte qu'on partage les données et on se mette d'accord sur la manière dont on puisse interfacer nos différentes solutions, nos différents outils. Donc voilà, voilà une réponse sur la temporalité. C'est l'année 2020 qui nous a permis de faire monter un peu en puissance opérationnellement cette collaboration, de la tester sur certains marchés de Paris 2024, et ça va maintenant monter en charge de manière plus significative. Alors ça peut monter en charge de manière significative dans le périmètre des jeux, dans le périmètre de certaines collectivités. Je vois deux questions sur la manière dont on pourrait travailler ensemble. On constitue un groupement, donc c'est vrai qu'on a plutôt vocation à travailler ensemble pour le compte d'une collectivité locale. Le montage peut être celui, on est dans le registre de la prestation de service, donc le montage peut être, ça dépend des seuils, donc il faut qu'on regarde après en fonction de où on met le curseur en termes d'intensité, en termes de volonté aussi. Est-ce qu'on commence par une démarche expérimentale avant de généraliser, ou est-ce qu'on adresse d'emblée la politique d'achat dans son ensemble, certaines filières d'achat, certains projets, certains marchés, tout ça est à construire ensemble. On a la capacité, à la fois Silex et nous, par la constitution de ce groupement, d'être assez flexible et assez souple finalement dans les montages qui sont possibles. Peut-être un mot qui concerne plus les canaux et l'Agence des économies solidaires sur la filiale des canaux, donc sur le montage vis-à-vis des réseaux de l'ESS. On ne sera jamais, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais je tiens à le marteler pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on ne sera jamais dans le même canal de financement que des réseaux type Chambre régionale de l'ESS ou réseau d'acheteurs publics sur les territoires. C'est pas notre vocation. Nous, on est plutôt sur le dispositif d'accompagnement. C'est pour ça que ça nous semble intéressant de se plugger avec l'outil digital et la solution technologique apportée par Silex. Et c'est comme ça qu'on le construit déjà avec certains acteurs publics. Ouais. Et nous, côté Silex, on a un modèle qui est aussi un modèle d'abonnement qui est plutôt tourné vers les acheteurs, avec un accès complètement accessible et gratuit pour les entreprises. Donc c'est pour les dépendants. Et comme disait Christophe, après tous les montages sont possibles. Il y a on a vu pas mal de gens qui sont déjà clients chez nous. On peut réfléchir ensemble effectivement comment aller plus loin dans ce partenariat et comment apporter des solutions complémentaires à des solutions qui seraient déjà en place. C'est vraiment la réflexion qu'on a eue pendant toute l'année 2020 avec Paris 2024. Comment ensemble apporter une proposition de valeur pour un client commun qui a des objectifs ambitieux en matière de SS, et comment développer ensemble les meilleures synergies pour mettre à disposition cette solution et ce partenariat. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent être réplicables et qui peuvent prendre différentes formes en fonction de votre volonté d'aller plus loin sur.
Il y a un des leviers en continuité de ce que tu dis, Stéphanie. Il y a un des leviers intéressants qu'on aime bien, qui est un levier d'ailleurs éprouvé par Paris 2024, qui est le levier du contrat d'innovation. Ça vaut pour les acheteurs publics en tout cas, parce que la complémentarité de nos expertises nous permet de démontrer un argumentaire d'innovation sur différents registres, notamment le procédé, la collaboration, les cibles auxquelles on s'adresse, les résultats qu'on produit assez rapidement d'ailleurs. Et donc il y a ce levier contractuel du contrat d'innovation qui nous semble aussi intéressant par rapport à ce qu'on propose comme solution et par rapport à ce qui est attendu comme résultat. Alors, je crois qu'on est arrivé, on a même dépassé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là. Vous êtes encore très nombreux et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions aussi sur le savoir si ce serait, s'il y aurait un audio, un replay. Il sera disponible et vous allez recevoir le lien suite à ce webinar. Et on se tient à vos dispositions si vous avez d'autres questions et je pense qu'on pourra avec plaisir réitérer l'exercice parce qu'il y a encore plein de questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Voilà, on vous apportera les éléments de réponse par écrit. Et puis effectivement, on réitérera l'exercice si besoin. Et puis n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Échangeons par la suite sur différents sujets qui n'auraient pas eu le temps d'être abordés ce matin. L'exercice est contraint par le temps, mais on est malgré tout très très content d'avoir pu l'organiser. Et on vous donne rendez-vous pour de prochaines séquences. Encore un grand merci Silver. Merci Silver pour ce témoignage. Et ton témoignage. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.